Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les brèves d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Fun dans l'actu. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Et nous serons donc en direct pendant 90 minutes sur La 3. La question LGT de ce soir qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Fenêtre FIFA de Mars Éléphant, quels sont vos tops et vos flops? Et pour participer, bien sûr, vous avez le téléphone de La 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de La 3. Alors, la team est en place. Nous aurons donc pour ce soir Balo. Balo, bonjour. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, Très bien, merci beaucoup. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très très bien, merci. D'accord, ravi de vous avoir sur ce plateau. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Allez, la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team. On démarre, on y va. LGT News. Basketball pour démarrer les news de ce mardi. Bilan positif pour Moussa Diarra à l'AG ordinaire. La Fédération ivoirienne de basketball était en assemblée générale ordinaire samedi dernier au Palais des Sports de Treichville. À cette occasion et face à ses mandats, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, à savoir Moussa Diarra, a dressé le rapport d'activité de l'exercice 2024. Un rapport moral et financier bien détaillé qui aura permis au patron ivoirien de la balle au panier d'obtenir le quitus pour la suite de son mandat. La majorité des clubs lui ont donc fait confiance pour mener à bien cette discipline. Au titre des nominations, on note l'entrée au comité exécutif du colonel Moussa Cissé en qualité de 3e vice-président. Le cabinet Excelsior s'est vu confier le poste de commissaire aux comptes. Avant de clore ses propos lors de cette AG ordinaire, le président Moussa Diarra a lancé un appel aux autorités compétentes pour le démarrage effectif des travaux de réhabilitation du Palais des Sports qui accueillera la 27e édition de l'Afrobasket féminin 2025 du 25 juillet au 3 août prochain. MMA, l'ancienne star Cain Velasquez, condamné à 5 ans de prison. Cain Velasquez, champion du monde des poids lourds dans les années 2010, traverse des difficultés actuellement. Il vient en effet d'être condamné par la justice à 5 ans de prison ferme pour tentative de meurtre sur une personne soupçonnée d'avoir agressé sexuellement son fils de 4 ans. Le combattant américain est accusé d'avoir tiré à plusieurs reprises sur un véhicule transportant 3 personnes, dont un homme qui a été touché par l'une des balles. Il encourait une peine comprise entre 20 ans et la réclusion criminelle à perpétuité. Il a finalement écopé de 5 ans, moins les quasiment 9 mois passés en détention provisoire. Football à présent, Cameroun. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers implorent Eto'o. Tout le monde le sait, la tension entre Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, et Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, est toujours présente, de quoi mettre à mal la cohésion au sein de l'équipe nationale. Conscient que seule une paix entre ces deux hommes ramènera le calme et la sérénité dans la tanière, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont animé un point de presse au cours duquel ils ont imploré le président de la FECAFOOT. Nous sommes pleinement engagés dans nos missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité et de sérénité autour de notre équipe. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui dépassent le cadre sportif et qui affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Nous implorons la fédération de tout mettre en œuvre pour permettre à notre sélectionneur et à son staff de travailler dans la paix et avec la stabilité nécessaire, a supplié Vincent Aboubakar. Voilà, à la morale du sport, vous suivez votre émission La Grande Team. Et bien sûr, nous sommes en direct chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Pour le débrief des news, on commence maintenant, ici avec Henri Joël. On va parler de basketball. Le comité exécutif de la fédération était en assemblée générale. Moi, je vais
plutôt revenir sur la fin, hein, surtout le discours de conclusion de la part du président Moussa Diarra qui a interpellé les autorités compétentes pour la réhabilitation du Palais des Sports qui va accueillir au mois de juillet, fin juillet, début, pour prendre fin le 3 août, cette compétition, je dirais cette compétition africaine, la CAN féminine ou l'afro-basket féminin, comme on aime l'appeler. C'est le moment parce que déjà nous sommes à la fin du mois de mars, il nous restera au plus 3 à 4 mois pour le début de cette compétition et les travaux de réhabilitation pour l'instant n'ont pas encore commencé. C'est l'occasion quand même de se mettre à la tâche. On sait que la Côte d'Ivoire s'est accueillie, la Côte d'Ivoire s'est festoyée quand il le faut. On a vu pendant la CAN, il ne faudrait pas que pour ce rendez-vous africain-là, on soit quand même en train de courir après la fin des travaux pour accueillir toute l'Afrique qui viendra ici, surtout au niveau des dames, pour le basketball. Donc, je réitère un peu le message du président de la fédération concernant ces travaux-là, afin que ça puisse vite commencer et puis surtout que la fête soit belle ici au bord de la lagune et briller. Exactement. Donc, la 27e édition de l'Afro-Basket qui aura donc lieu, l'Afro-Basket féminin. Voilà, 2025, qui aura lieu du 25 juillet au 3 août 2025. Voilà, c'était donc un mot de basketball. Et puis, football au Cameroun, oui, Tchétché, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers implorent Eto'o. Oui, alors, implorer Eto'o, je pense que c'est un peu trop dire. Mais bon, après tout, c'est le président de la fédération. Donc oui, il est mis en avant. Mais je pense que là, les footballeurs, les garçons s'adressaient plutôt au ministre des Sports et au président de la fédération de football camerounais. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol que les garçons ont exprimé. Figurez-vous que l'adjoint qui travaille habituellement avec Mac Brice est out quand le Cameroun joue. Il est remplacé par quelqu'un d'autre. Et souvenez-vous, pour mieux comprendre l'affaire, c'est que juste après la CAN, en Côte d'Ivoire, le ministère des Sports voulait choisir son entraîneur contre l'avis de la Fédération camerounaise de football. Et donc, depuis longtemps, il y a un bras de fer qui oppose les deux entités, le ministère et la fédération. Aujourd'hui, les garçons en ont marre. Ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et dire clairement ce que les gens disent tout bas dans l'encadrement technique. Bon, ils ont bien fait parce que j'allais dire, ils ont failli se faire battre les Camerounais par l'Eswatini sur la 5e journée. Exactement. Ouais. Donc voilà, en prévision de la 6e journée, certainement, ils sont sortis pour dire stop, il faut que les gens viennent. Mais en plus, ce qui me gêne, c'est que quand on vient poser un problème de telle envergure, on ne rigole pas. On ne rigole pas. Là, si vous voyez le début de la vidéo, vous verrez que les garçons sont en train de s'amuser, ils sont en train de rigoler, se tapent sur les trucs, oui. Et puis après, quand ils ont fini de parler, quand ils ont fini de lire leur discours, et ça rigolait encore. Ça rigole. Ça rigolait encore. Et je n'ai pas trouvé ça intéressant. Ça veut dire qu'ils ne tiennent pas à ça. Parce que quand on tient à quelque chose, qu'on revendique quelque chose, on serre la figure pour montrer qu'on n'est pas content. Exactement. Voilà, on ne peut pas demander quelque chose en rigolant. Très bien. Balo, vous voulez revendiquer quelque chose? Non, pas du tout. C'est juste pour avoir votre mine. Non, mais bon, je rigolais depuis pas mal de temps. On ne rigole pas quand on ne rigole pas. Voilà, Tchétché l'a dit, on ne rigole pas. Je revendique rien, donc je rigole. D'accord. Alors oui, Balo, avec vous, on parle Brésil, Hendrick. Oui, lui, il rigole moins. On peut dire Hendrick parce que il rigole moins parce qu'il veut une place du côté de la sélection du Brésil qu'il n'a pas jusque-là. Il a une déclaration pour expliquer un peu le contexte général dans lequel il baigne en ce moment. Il faut savoir qu'il évolue au Real Madrid. Au Real Madrid, en tant que jeune joueur, il doit faire face à une concurrence énorme, féroce, avec des gens comme Vinicius, comme Rodrigo Gauche notamment, ce qui le prive de temps de jeu. Et sur les dernières sélections, la dernière sélection, l'avant-dernière sélection, sinon les 3 dernières sélections de Rival Junior, le sélectionneur du Brésil, il n'a pas été appelé à cause de ce temps de jeu réduit en club. Et il exprime donc son inquiétude sur le fait que sur
la dernière convocation, il reconnaît qu'il n'était pas, en tout cas au meilleur de sa forme, qu'il n'avait pas assez de temps de jeu et qu'il trouvait légitime qu'on ne l'appelle pas en sélection. Mais sur l'avant-dernière sélection, il estime qu'il a évolué en Coupe du Roi et qu'il a eu à marquer pas mal de buts avec le Real Madrid, d'où ces 6 buts qui ont été évoqués. Donc il a exprimé une inquiétude par rapport à une éventuelle participation à la Coupe du Monde. Et le sélectionneur Dorival Junior s'est prononcé sur la question. Il a dit tout simplement que si Endrick n'est pas encore appelé, c'est parce qu'il estime que le Brésil n'a pas encore la possession du ballon. Et que si le Brésil est en capacité d'avoir la possession du ballon, ils pourront mettre en avant les qualités d'Endrick, qui sont des qualités de vivacité, de percussion. Et il a expliqué pourquoi il a préféré João Pedro et Matheus Cunha à la place de Endrick, pour justement redonner la position au Brésil au fur et à mesure pour ensuite appeler le jeune Endrick. Mais moi, ça me fait penser, je tenais à évoquer cela, ça me fait penser au fait que le temps de jeu peut tuer des jeunes talents. Je pense que nous, on le voit ici avec Simon Adingra. Je pense qu'il y a un léger parallèle. On a un jeune talentueux qui est en train d'émerger, mais qui est en manque de temps de jeu dans son club et qui doit en faire les frais au niveau de sa sélection. Donc, du côté du Brésil, je pense qu'ils ont totalement tort de ne pas miser sur la jeunesse, étant donné que Neymar est sur la porte. Clairement, il va prendre sa retraite et que Endrick peut être pour moi une alternative naissante à un nouveau Brésil, un Brésil émergent, d'autant plus que le football du Brésil est européanisé. Il manque cette classe, cette fantaisie au niveau de cette équipe. Très bien, Balo. Et puis, sur le cas Simon Adingra, on reviendra tout à l'heure dans l'actu. Oui, José Diati. Oui, on va parler de l'acquittement de Sepp Blatter et Michel Platini. Michel Platini. Deux compères qui ont longtemps dirigé le football mondial. Tout finit bien parce que la cour d'appel du tribunal pénal fédéral de Suisse vient d'acquitter les deux anciens dirigeants du football mondial suite à l'affaire des 2 millions de francs suisses qui ont été attribués à Michel Platini par la FIFA, soi-disant pour des conseils donnés par Michel Platini à la FIFA. Alors, d'où est partie cette affaire? Cette affaire est une affaire collatérale de la grosse affaire qui a emporté même Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Voilà, tout simplement parce que tout est parti de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, où les États-Unis se sont sentis un peu floués et qui ont lancé leur fin limite du FBI pour des tentatives de corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà. Et c'est cette affaire qui a plus ou moins emporté le président Sepp Blatter, qui ne s'est pas senti soutenu par Michel Platini en ce moment-là. Alors lui aussi, par ses réseaux, a soulevé cette affaire de 2 millions de francs suisses qui a été versée à Michel Platini entre-temps pour soi-disant des conseils donnés à la FIFA. 2 millions de francs suisses, c'est énorme pour simplement des conseils donnés à la FIFA. Donc c'est de là qu'est partie cette affaire. Et aujourd'hui, entre-temps, les deux amis se sont réconciliés et paradoxalement, cette affaire prend fin aujourd'hui et c'est une bonne chose pour le football parce que c'est quand même deux grands messieurs du football mondial qui étaient écartés, qui étaient vraiment bannis de tous ces systèmes. Bon, heureusement que tout finit par s'arranger. Allez, la question LGT de ce soir. Fenêtre FIFA de masse éléphant, quels sont vos tops et vos flops? C'est tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous passons au focus de ce soir. Dans le focus de ce soir, on fait le point de la 19e journée de la Ligue 2 qui s'est disputée ce week-end. Mais déjà, commençons par le groupe A, dont voici les résultats et le classement. Oui, donc l'US Aboville a battu l'Azid Abengourou 2-0. L'Amfiara a disposé le Yamoussoukro FC 2-1. Donkov a fait match nul, 1 but partout face au WAC. ADFK a battu d'une courte tête les FIM 1-0. L'Africa a imité ADFK sur le même score en battant l'Espérance de Boaké 1-0. Et 2 matchs ont été reportés. Benjerville face à l'Espérance Issa et Agir FC face à Issa Ouazi. Et donc l'incidence au classement, c'est donc l'Africa qui est en tête avec 41 points. Mais attention, l'US Aboville est derrière avec 39 points. Yamoussoukro FC 33. Et les FIM
Et donc, 12e avec 17 points. Et Chaouazi et l'Espérance de Bouaké sont relégables avec 17 points et 16 points. L'Africa Sport qui souffre, hein, mais qui gagne encore. Bon, Tchétché, finalement, est-ce que c'est rassurant ou bien c'est inquiétant dans l'optique de la montée? Écoutez, rien de tout ça. Je pense simplement que les joueurs ont conscience qu'ils doivent conduire cette équipe en Ligue 1 la saison prochaine. Et donc, quelle que soit la manière, quel que soit l'état d'âme, leur état d'âme, il faut gagner. Et je crois qu'ils l'ont compris sur ce match-là qui les opposait à l'équipe de Bouaké. Ils ont tâtonné, ils sont passés à côté en première période. Ouais. Et en seconde période, ils se sont remobilisés. Mais je pense plus que sur ce match-là, ils avaient une grosse pression. Puisque à l'entame du match, ils savaient déjà que l'équipe d'Abbeville était leader avant le coup d'envoi. Exactement. Et donc ça, c'était une grosse pression qu'ils ont pu évacuer à la pause. Et là, ils sont revenus tranquilles. En seconde période, ils ont produit où ils ont été meilleurs. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est vrai que c'est un peu... Des fois, c'est alarmant pour les supporters, mais ils réagissent positivement et c'est bien. En tout cas, les Aiglons qui se sont trouvés un redoutable buteur en la personne de Doumbia Titi. Henri Joël. Oui, en tout cas, c'est le sauveur de cette équipe de l'Africa. Surtout sur ces 4 derniers matchs, il marque à chaque journée. Il met un but et d'ailleurs, c'est lui qui marque ce but-là face à l'équipe de l'Espérance. D'ailleurs, pour revenir sur ce match, il faut savoir que l'Africa avait souffert en première période, où l'Africa avait commis beaucoup d'erreurs en première période, n'arrivant même pas à aligner 2 ou 3 passes. Balo était au commentaire, il peut même confirmer. C'était une équipe de l'Africa qui peinait à voir. Sauf qu'en deuxième période, il y a ce cadeau-là offert par la défense de l'Espérance de Bouaké et Vakro Mohamed. Vakro Mohamed. Et il était là, demandé pour marquer ce but-là. Donc, pour revenir à l'attaquant, quand même, c'est lui qui sauve. Il a marqué face à l'Asie, face à l'équipe de Banzeville et face à cette équipe même de Bouaké. Mais donc, sur ces derniers matchs, quand même, il est bon, il est là. Et même quand l'équipe est en souffrance, et d'ailleurs, l'Africa ne marque pas beaucoup. Hein. L'Africa ne marque pas beaucoup, mais l'Africa aussi n'encaisse pas. Donc, c'est-à-dire que quand ils réussissent à marquer un but, voilà, ils savent protéger, ils savent défendre. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Alors, s'ils doivent mal jouer et puis avoir les victoires, je pense que les membres associés seront très, très heureux. Et d'ailleurs, ça ressemble à une équipe dont on va parler tout à l'heure, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà. On ne joue pas bien, mais on gagne. Bon, on n'est pas encore à ce niveau. Sur ce garçon, on va l'écouter d'abord. On va l'écouter une seconde parce qu'il s'est exprimé à la fin du match. Doumbia Titi. Ça n'a pas été un match facile, ça a été un match très très difficile avec les 4 défensifs qui étaient très restés derrière. Donc quand même on a reçu le bon jeu, on a profité de l'aide d'arrêt et de défenseurs pour marquer le but. Le coach nous a beaucoup parlé, les dirigeants, tout le monde, parfois même les supporters nous parlent de rester concentrés jusqu'à le dernier match parce que chaque année, les 4 dernières années, c'est à la 3 ou 4 dernières journées comme ça, l'équipe commence à relâcher. Bon, quand même cette année, on va rester concentrés, on va prendre match par match, gagner tous les matchs pour être monté en Ligue 1. Doumbia Titi, redoutable buteur, hein. Oui, Tchétché. Oui, alors ce garçon, il faut signaler qu'il vient de Bouaké. Il était à l'Unisport du Bouaké, un club de district, où en 6 matchs, il a marqué 9 buts, avant de venir signer avec les U20 de Mouna FC. À Mouna FC, dans 7 matchs, il a marqué 8 buts, avant de venir chez les Oye, où aujourd'hui, en 8 matchs, il a 4 buts. Donc il est arrivé à l'Africa lors du Mercato. Oui, Balo, vous qui étiez justement au commentaire de ce match. Oui, ce que je peux décrire, c'est que c'est une équipe de l'Africa Sport complètement différente des années qu'on a connues. Les années passées, c'était une équipe qui était impressionnante, un peu plus impressionnante dans le jeu, mais qui manquait d'efficacité. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. On a une équipe qui, dans le jeu, a beaucoup de déchets techniques. Et là, Henri Joël a raison. C'est une équipe qui est assez poussive dans le jeu collectif, mais qui arrive à réaliser l'essentiel, à marquer quand il faut, à défendre comme ils peuvent, et surtout à assurer les 3 points de la victoire. Et là, ça augure peut-être cette année, je ne vais pas m'avancer, mais peut-être ça augure d'un bon signe. On va s'arrêter au peut-être. Oui, c'est peut-être un bon signe, parce que très souvent, les équipes efficaces, même poussives dans le jeu, arrivent à atteindre leurs objectifs. C'est très souvent comme ça dans le football, de manière paradoxale. Donc peut-être que c'est la bonne année pour l'Africa, mais en tout cas, c'est ce que je peux dire de cette équipe qui doit, en tout cas, progresser techniquement, surtout dans les transmissions, parce qu'il y a eu beaucoup de déchets.
tout cas, l'Africa Sport, les 2 prochains matchs de l'Africa Sport qui seront décisifs, à savoir contre Yamoussoukro FC et puis AJ de Guy-Bérois. Oui, ce sont 2 matchs déterminants pour l'Africa. Même si je ne vous vois pas, avec l'Africa, il faut prendre tout avec des pincettes. Hein. Ah. Voilà, donc autant aller comme ça avec le frein en main, gagner les matchs 1-0 et puis avancer, que de s'annoncer déjà à quelques journées de la fin du championnat. Effectivement, c'est 2 matchs très importants puisque c'est 2 concurrents directs au titre. Hein. AJ de Guy-Bérois à la montée, AJ de Guy-Bérois et Yamoussoukro FC. C'est vrai que ces derniers temps, Yamoussoukro FC vraiment est légèrement en perte de vitesse, mais avec AJ de Guy-Bérois et surtout l'Espérance d'Agboville, je pense que les 2 matchs qui arrivent pour l'Africa face à Yamoussoukro et AJ de Guy-Bérois, c'est, je peux dire, un des tournants quand même de ce championnat au niveau de l'Africa Sport. Si ces 2 matchs sont très bien abordés, je pense que je peux rejoindre à moitié ce que Balou dit. Ce sera vraiment une bonne option pour l'Africa pour conserver le titre et arriver en Ligue 1. D'accord. Alors, moi lors de ce match face à l'équipe de Bouaké, j'étais au stade et on discutait avec certains membres associés. Moi, je leur disais tranquillement, je dis, s'il reste 3 journées et que l'Africa doit jouer ces 3 journées face à des concurrents directs, l'Africa peut assurer sa montée. Parce que l'Africa joue mieux face à des concurrents directs. Or, quand l'Africa fait face à une équipe jugée quand même inférieure, l'Africa a toutes les difficultés. On l'a vu dans ce match face à l'équipe de Bouaké. Là où je ne crains pas, c'est par exemple dans ces 2 matchs à venir. L'Africa face à Yamoussoukro et l'Africa face à l'AJ de Guy-Bérois. Vous allez voir que les verts et rouges vont montrer quelque chose d'assez intéressant. Sauf que quand il s'agira par exemple de jouer la Zida Bengrou, l'équipe de l'EFIM ou l'Amphira, pas que je minimise ces équipes, mais pour ce que je vois ou pour ce que ces équipes ont montré tout au long de cette saison, l'Africa a des difficultés. Par contre, quand il s'agit de jouer face à des concurrents directs, et d'ailleurs, il y a ce gros match à venir face à l'équipe d'Agboville, ça sera du côté d'Agboville, et voilà des matchs où l'équipe de l'Africa quand même joue mieux. Mais bon, après, là encore, on va essayer d'aller... On prend avec des pincettes. Des pincettes avec le frein, parce que voilà, les 3 saisons précédentes nous emmènent à aller tout doucement avec l'équipe de l'Africa. Oui, alors l'équipe de Yamoussoukro a réalisé la plus mauvaise affaire de cette semaine, de ce week-end. Ils ont été battus par l'Amphira, selon le programme, là, 2-1. Alors que dans leur objectif, ils venaient pour gagner et être très très proches de l'Africa Sport. Ça n'a pas été le cas. Donc ils ont 2 défaites de suite. Ils ont été battus par le WAC et l'Amphira. Et là, ils reçoivent l'Africa Sport. Je dis, attention, ils peuvent se réveiller face à l'Africa Sport. Vous savez, on le sait tous que quand les autres équipes rencontrent l'Africa Sport, c'est le match de leur vie. Je suis convaincu que Yamoussoukro va se démener pour battre l'Africa. Ce sera aux joueurs de l'Africa, à l'encadrement technique, de faire comprendre aux garçons que c'est une finale encore qu'ils doivent jouer. Et on a l'US Agboville, justement, vous en parlez, qui ne lâche rien du tout. Oui, elle a battu l'équipe de l'Asie, elle a réalisé un clean sheet 2-0, mais c'est une équipe qui est, pour moi, différente de l'Africa, parce que c'est une équipe qui produit du jeu, qui est en tout cas assez intéressante dans le jeu, qui arrive à obtenir des résultats, mais pour moi, j'estime que c'est une équipe qui n'a pas l'expérience de la gestion de ses lignes droites. L'Africa a été à 3 reprises confronté à cette dernière ligne droite, et l'US Agboville sera confronté à cette ligne droite pour la première fois. Voilà, c'est la première fois qu'elle est en course, donc ça peut peut-être jouer en faveur de l'Africa. Oui, l'US Agboville. Oui, c'est une équipe constante, mais c'est une équipe aussi qui... Beaucoup de rumeurs circulent sur cette équipe-là. On était à la 17e journée, c'est une équipe qui a toujours un pénalty sur son stade de Côte-d'Ivoire. Voilà. Si elle a les pénalty, est-ce que ce n'est pas justifié, les pénalty? Bon, je ne mets pas en cause ces pénaltys, je ne mets pas en cause ces pénaltys, mais c'est quand même paradoxal. À 17 journées, je crois, on a dénombré 13 pénaltys tirés sur le stade de Côte-d'Ivoire. D'accord, donc c'est ce qui vous inquiète? Oui, les nombreux pénaltys en faveur de l'US Agboville. Oui, de l'US Agboville. Bon, donc l'Africa est prévenue. Voilà. D'accord. Oui, pour terminer avec l'US Agboville. Oui, l'US Agboville, quand même, il faut dire qu'il y a un encadreur, il y a un technicien, quand même, chevronné, qui est à la tête de qui est sur le banc de touche de cette équipe, Akessé Lewis. Il fait partie des... C'est vrai qu'il n'y a pas trop de bruit autour de lui,
mais quand même, il fait partie des meilleurs dans nos différents championnats, puisqu'il a entraîné en Ligue 1, en Ligue 2 aussi. Il a fait monter des clubs, notamment l'équipe de Isca, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quelqu'un qui aussi, pour parler de ligne droite, qui connaît les lignes droites, surtout les derniers moments pour accéder à la bonté. Il les connaît très bien. Et là où je suis d'accord avec Balo, c'est que son équipe joue très, très bien. Possession de balle, on ne s'affole pas, surtout au niveau de la défense. Et pour l'instant, c'est la seule équipe qui, d'ailleurs, puisque Yamoussoukro et Aziz sont un peu décalés, c'est la seule équipe qui arrive à titiller cette équipe de l'Africa au niveau du classement. Et je pense que ça va continuer parce que c'est une équipe qui, au contraire de l'Africa, arrive à s'en sortir face aux petites équipes. Donc, c'est une équipe qu'il va falloir surveiller jusqu'à la fin de cette saison. Bon, après le point dans le groupe B, voyons à présent le point, après le point dans le groupe A, voyons à présent le point dans le groupe B. Le groupe B maintenant avec les résultats et le classement au terme de la 19e journée. Oui, donc on a Leader Sporting Club qui a calé face au Sporting Club de Gagnoa, 0-0. Sirocco a fait un but partout face à l'US Bafing. Le Sowe Sport a réalisé le même score face à Songon, un but partout. L'US Tchologo a battu largement l'USC Bassam 3-1. Le RFC Aboisseau a battu l'AS Standard 2-0. Et l'US Fermier a fait 0-0 face à l'UFC Adiaké. Quant à l'AS Divo, eh bien, le match a été reporté AS Divo SCO Boisflé. Et ensuite, l'US Tchologo est en tête avec 38 points. Deuxième leader Sporting Club à 2 points derrière avec 36 points. US Bafing à égalité de points, troisième avec leader Sporting Club, mais qui a une différence de but inférieure. Et Sirocco, 13e, 16 points. L'USC Bassam, 10 points, sont en position de relégable. Voilà, alors finalement, monsieur, à qui profite le nul entre Sporting Club de Gagnoa et leader de Marcory? Forcément, l'US Tchologo qui a réalisé la plus bonne affaire de cette 19e journée. Voilà, ils vont talonner, ils vont souffler un peu en attendant que Bafing et les autres viennent à son niveau. Voilà, mais le Sporting Club de Gagnoa, par exemple, dans cette 19e journée, oui, est venu rencontrer l'équipe de leaders avec laquelle il faut faire très, très, très attention. Et puis voilà, cette journée, je pense que les meilleurs se sont réveillés enfin. L'US Tchologo qui commençait à perdre les matchs à tout bout de champ. L'US Bafing a été accroché 1-1. Donc voilà, c'est une journée qui a été vraiment profitable à l'équipe de US Tchologo. Oui, José Diati. Oui, bon, moi, c'est les performances de Gagnoa qui me laissent un peu perplexe parce que c'est une équipe qu'on attendait vraiment beaucoup avec tout le bruit qui a été fait autour lors de la venue des Taïro. Bon, le championnat n'est pas encore terminé, mais visiblement, aujourd'hui, c'est l'US Tchologo qui avance sans faire du bruit. Franchement, c'est une formation qui avance masquée et puis bon, qui est très solide. Et c'est un résultat concurrent pour la montée, effectivement. Ils sont très bien partis. En tout cas, ce match entre leader Sporting Club de Gagnoa et le Sporting Club de Gagnoa a été marqué par une mobilisation exceptionnelle dans les tribunes, comme en témoigne justement cet élément de notre équipe de reportage, des images rapportées par Kema Patrick. On regarde. 2-0.
déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on joue à l'extérieur. Et on a en face une très bonne équipe de leaders qui essaie de jouer au ballon. Ils nous ont mis en difficulté dès l'entame parce qu'on voulait aussi faire sortir le ballon comme eux, mais on n'arrivait pas du coup. Il fallait procéder par de longues balles. Maintenant, les quelques occasions qu'on a eues, on n'a pas su être réaliste pour pouvoir marquer et puis emporter la partie. Je pense que le match nul est un bon résultat pour toutes les deux équipes. Vraiment aimé ce match-là, c'est un beau duel. Mais d'abord, avant de donner mes impressions, même si Gagnoa, il faut quand même féliciter l'équipe des leaders qui a mis en avant les jeunes. Ils ont assez poussé le ballon et c'était une belle première mi-temps. Gagnoa était un peu perdu à la première mi-temps. Je n'ai pas aimé. Et ils ont senti ma colère à distance depuis les tribunes. Et à la deuxième mi-temps, il y a eu un renversement, il y a une saisie footballistique et les joueurs, il y a eu aussi de bons remplacements. Ils ont aussi apporté un coup de fraîcheur, éclaté de pas mal de jeunes. Voilà, et vraiment le match était bon. On a raté aussi de belles occasions avec Alain Traoré, la balle transversale, le but annulé avec une autre occasion. C'était vraiment très bon. Voilà le résumé donc de la rencontre entre Leader et Sporting Club de Gagnoa. Non, pas cette question pour Emetcheche, plutôt pour Balo. Lago Bailly a été remplacé par Bernard Casoni à la tête de l'encadrement technique. Oui. Lago Bailly remplace Bernard Casoni. Oui, c'est ce que j'ai dit. Lago Bailly a remplacé. Officiellement. Ok. J'ai entendu, a été remplacé. Non. A remplacé Bernard Casoni à la tête de l'encadrement technique. Donc finalement, c'est une bonne décision, Balo? Bon, enfin, là, je ne sais pas, on verra sur les résultats. Mais bon, déjà, c'est une équipe qui a été sous courant alternatif, qui a eu des résultats en dents de scie. Donc pour moi, je pense que sur l'objectif, ce sera de permettre à cette équipe de garder la constance. Mais maintenant, pour pouvoir juger si c'est une bonne décision ou pas, il faut avoir les résultats. Pour le moment, je ne les ai pas. On en doutait un peu de ce technicien. Pas comme on doutait de ses qualités, mais quand même la Ligue 2 et surtout le championnat ivoirien qui était un peu méconnu de ce technicien français. Il est arrivé, il a dans son équipe plusieurs joueurs quand même d'une certaine expérience, notamment Ngouan Ruffin, qui a fait l'Africa et la SEC, si je ne me trompe pas. Fonsigno, le jeune frère de Gervino, qui est dans l'équipe. Gilles Priva, Ablako Yao, Alain Traoré. Je me disais que, bon, avec ces joueurs-là, ça pouvait quand même colmater un peu, je dirais, les brèches, surtout au niveau de sa méconnaissance de nos championnats. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'aujourd'hui, avec ces joueurs, normalement, on doit jouer les premiers rôles au niveau du classement. Sauf que c'est une équipe qui, par moment, est leader, par moment, se retrouve distancée. Et là, en ce moment, ils sont distancés. Ils sont distancés par l'équipe de Thiologo et ils étaient face à un concurrent direct. C'est en cela qu'il faut montrer ses muscles, il faut envoyer des messages. Mais quand vous êtes face à un concurrent direct, et là, certains l'ont dit, en première période, l'équipe était un peu aux abois. Ils ne se sont pas retrouvés. Il a fallu la seconde période. Et une équipe qui a envie de monter, une équipe qui veut vraiment marquer son territoire, je ne pense pas que ce sont des attitudes qu'il faut avoir. Donc, je pense que c'est pour cela que le conseil d'administration a décidé quand même de confier les rênes de l'équipe à Lago Bailly, qui, voilà, sur le plateau, tout le monde est unanime que c'est quelqu'un qui connaît très, très bien le football ivoirien, surtout qui connaît très bien tous les petits paramètres pour pouvoir permettre à une équipe de monter. Et pour terminer avec José, rapidement. Oui. Non, je pense que Casoni n'est pas un mauvais entraîneur. Je pense que c'est la méconnaissance du championnat ivoirien des ligues, et tout particulièrement du championnat de Ligue 2 qui est très difficile. Voilà, je pense que c'est un réajustement pour amener quelqu'un dans la dernière ligne droite du championnat de Ligue 2 qui connaît mieux les réalités du championnat, qui est Lago Bailly, pour entamer cette dernière ligne droite. Ce n'est pas pour moi une sanction en tant que telle, mais je pense que c'est un réajustement. Un réajustement, oui, ouais. Mais Tchétché, vous désirez vous exprimer sur la question. Ah non, je t'entends de me dire que, une fois j'avais dit ici que c'est Bernard Casoni qui était l'entraîneur titulaire. On m'a rétorqué que non, c'était Lago Bailly. Bon, aujourd'hui, la vérité là, c'est Bernard Casoni qui est effectivement l'entraîneur titulaire. Il a connu une mauvaise passe. Le Français Bernard Casoni, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Quand il est arrivé, l'équipe était au coude à coude avec tous ses concurrents directs. Ils étaient premiers et au retour du mercato, après le mercato,
l'équipe a commencé à dégringoler. Mais c'est parce que aussi il y avait des problèmes au niveau de la gouvernance de cette équipe. On en a parlé ici, les membres qui ont démissionné. Donc tout ça, ce n'était pas bon pour la sérénité. Et malheureusement pour Casoni, il n'alignait pas les résultats positifs. Résultat, il s'en va et il va être remplacé par Lagobaï qui était déjà son adjoint. Voilà, allez, le focus de ce soir concernait donc la 19e journée de la Ligue 2. C'est terminé, on va passer à l'actu. Mais avant, la pub d'abord et on se retrouve dans quelques secondes. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22 h et il est l'heure de l'actu. On y va. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Question LGT. Fenêtre FIFA de mars, éléphant. Quels sont vos tops et vos flops? La sélection ivoirienne est sortie victorieuse de ses duels contre le Burundi et la Gambie dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour cette fenêtre internationale de mars, quels ont été les tops et les flops du côté des éléphants? On en parle après ce sujet, bien sûr, préparé par la rédaction. On regarde. La question LGT de ce soir, éléphant, fenêtre FIFA de mars, éléphant, quels sont vos tops et vos flops? Et bien sûr, pour participer à l'émission, vous avez le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99 ou bien sûr la page Facebook de la 3. Avant d'entendre vos différentes propositions de top et de flop, messieurs, s'il vous plaît, on va revivre l'ambiance déjà du match Côte d'Ivoire-Burundi, un élément d'Henri Joël. On regarde. Pour nous de savoir que nos éléphants sont ici et à travers eux c'est comme on s'est retrouvé encore en Côte d'Ivoire. Vu que je réside ici à Meknès, donc voir l'équipe nationale jouer dans la ville dans laquelle je réside, franchement ça fait énormément plaisir. C'est une joie pour nous de recevoir les éléphants à Meknès, on ne s'y attendait pas. Ça c'est échauffement, échauffement, voilà, donc 6-0 pour la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment contente et l'ambiance, l'animation, tout ça, ça me va beaucoup. Bon, on est là pour la patrie après tout. Aujourd'hui, c'est chose faite et je suis très content parce qu'on avait besoin de ces 3 points. On a un peu reculé en deuxième mi-temps. Voilà, on les a laissés un peu espérer. Je pense qu'en première mi-temps, on a beaucoup donné dans le pressing, dans l'impact. On était chez eux. Et puis après, voilà, je pense que Burundi, c'est une très bonne équipe. Après les 3 points, le job a été fait. On était venu pour prendre les 3 points. Maintenant, on aurait aimé mieux faire, bien sûr. Il y a toujours des choses à travailler et à améliorer. Et donc, on va prendre le match, on va le regarder, la vidéo, on va travailler sur ce qu'il y a de mieux à améliorer et sur ce qu'on a bien fait aussi. Et on essaiera de faire mieux au prochain match. Mais comme j'ai dit, voilà, l'essentiel, c'était les 3 points. Et aujourd'hui, on a pris les 3 points, donc c'est super. On est toujours premier. Le match s'est passé très bien, je suis personnellement satisfait. On est ensemble, c'est l'éléphant qui gagne la Côte d'Ivoire. Abidjan! Pas mais gagner 1-0 face à la Burundi, on n'est pas du tout content. C'est vrai que c'est les 3 points, mais on n'est pas du tout content. Et la CAN, c'est au Maroc. Donc on doit Djapou. Allez les éléphants. C'est un grand match. On a été très content que la Côte d'Ivoire gagne ce match. C'est une grande équipe. Vive la Côte d'Ivoire! On est numéro 1! Il n'y a rien à faire! L'ambiance donc du match Côte d'Ivoire-Burundi au Maroc, on peut dire un avant-goût de la CAN? Oui, un avant-goût de la CAN. Moi, j'ai intitulé cet élément au Maroc, la Côte d'Ivoire à domicile, parce qu'il y a eu plein d'Ivoiriens, même si le stade, on n'a pas fait le plein, mais quand même, il y a eu pas mal d'Ivoiriens qui ont effectué le déplacement de plusieurs villes, Rabat, Marrakech, Casa, Ouidja, ils sont venus de partout. Et puis, il y avait même des Ivoiriens
du côté de Meknès qui ne sont pas restés à la maison, ils sont venus au stade pour apporter leur soutien. Et d'ailleurs, au niveau du stade Honneur de Meknès, la zone 6, l'entrée 14 était gratuite pour tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que l'entrée 14 là était gratuite pour tous les Ivoiriens. Et je pense que, et d'ailleurs, quand on a interrogé quand même les supporters qui sont venus, les Ivoiriens, ils ont dit que d'abord, le message avait été lancé par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc et sur toutes les plateformes, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, ils ont relayé les messages, ils se sont organisés en convoi pour rallier Meknès afin d'apporter ce soutien-là à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je pense que ça a payé parce qu'à un moment, on était vraiment en difficulté face à cette équipe de Burundi. Donc, il y avait ce supplément d'âme-là avec ces supporters-là qui ont apporté de la voix, qui ont soutenu et surtout qui ont poussé les éléphants à la victoire. Et on reviendra bien sûr sur les satisfactions et les déceptions par rapport à ce match au Burundi-Côte d'Ivoire. La question LGT éléphants, quels sont vos tops et vos flops? Messieurs, on va maintenant vous écouter par rapport à vos tops et vos flops pour ces deux matchs des éléphants. Ballon, on va commencer avec vous. Et bien sûr, en infographie, on aura vos tops et vos flops. Oui, donc on commence par moi. Déjà, il faut savoir que mes tops se sont donc axés sur le caractère décisif déjà. Yaya Fofana, en premier lieu, tout le monde sait qu'il a été très décisif hier face à la Gambie. Il nous sauve la mise sur 3-4 occasions franches de but des Gambiens, notamment sur la dernière où on a 2 joueurs gambiens dans la surface de réparation face à lui, mais il arrive à nous prendre le ballon. Et ensuite, Sébastien Haller, qui a été décisif dans le fait qu'il a pu marquer un but important hier qui nous donne la victoire face à l'équipe de la Gambie et une passe décisive, intelligente, avec une remise en tout cas intéressante pour Evan Guessant, qui là aussi permet à la Côte d'Ivoire de l'emporter 1-0. Et Jean-Philippe Bamin, c'est plus sur l'aspect de la polyvalence. On l'a reconstitué, sinon on l'a repositionné au poste de défenseur central. Bon, j'avais, on va le dire, quelques appréhensions par rapport à ce repositionnement auquel je ne m'attendais pas, mais force est de constater que Jean-Philippe Bamin, pour moi, sur les relances, sur le positionnement, sur l'état d'esprit incarné par sa sérénité, m'a beaucoup surpris. Et en plus de cela, sur le match d'hier face à la Gambie, il a été encore une fois repositionné lorsque Agbadou est rentré en jeu, repositionné donc devant la défense en sentinelle en milieu de terrain. Là aussi, pour moi, sa prestation a été de bonne facture. Donc pour ces raisons-là, les raisons de décision et de polyvalence, j'ai mis donc Bamin, Haller et Afofana. Et ensuite, les flops, on a Jean-Eudes Aoulou. Pourquoi Jean-Eudes Aoulou? Parce que sur le match face au Burundi, je l'ai trouvé très lent, très souvent sur certaines phases de jeu. Moi, je m'attendais à un impact très grand compte tenu de ce que je vois en club avec le SCO d'Angers, défensivement parlant et offensivement parlant. Pour moi, je pense que son impact n'a pas été suffisant sur ces deux compartiments pour un milieu, en tout cas un milieu qu'on annonçait intéressant à ce poste-là. Et ensuite, j'ai mis Franck Kessié parce que j'attends un peu plus de lui. Pour moi, lui aussi m'a légèrement déçu, mais ça peut s'expliquer parce qu'avant de venir, il a quand même contracté une blessure, même s'il n'y a rien eu physiquement pour lui, mais je l'ai trouvé assez court physiquement, pas très tranchant, pas très incisif par rapport surtout au potentiel qu'on lui connaît. Et le dernier flop, c'était... dernier flop qui va s'afficher, oui, absolument. Le flop de Ballon. Voilà, le dernier flop, c'était donc Jean-Philippe Grasso. Jean-Philippe Grasso, voilà, ça me revient, Jean-Philippe Grasso, parce que pour moi, avant cette fenêtre, on l'a présenté comme celui qui faisait partie des attaquants les plus efficaces avec 3 buts marqués. Face au Burundi, il rate un face-à-face quand même déterminant. Dans le jeu, je ne l'ai pas trouvé très influent. Face à la Gambie, bon, là, il n'a pas pratiquement joué sur déjà la première période. Donc moi, j'estime que pour des raisons d'impact moindre et de prestations en deçà de mes attentes, en fonction de leur potentiel, c'est pourquoi je les ai classés dans les flops. D'accord, les tops donc et les flops de Ballot. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, nous appelle de Bateau. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir à la toute puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu.
Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute, Éléphant, quels sont vos tops et vos flops par rapport à la fenêtre de FIFA de mars? Bon, cette fenêtre de FIFA-là, je crois que elle ne nous a pas trop arrangé parce que avant même la liste du sélectionneur, on avait trop de blessés et trop de joueurs qui revenaient de blessures. Franchement, moi-même, j'avais serré les dents pour voir quelle est l'équipe que l'entraîneur allait aligner face aux deux, dans ces deux matchs-là. Et heureusement, pour nous, il a tout fait pour que nous ayons les 6 points. Il y a quelques-uns qui se sont bien comportés quand même. Ceux qui ne se sont pas bien comportés aussi, on savait que ça allait arriver. Et on vous écoute, si vous pouvez les indexer, donc, s'il vous plaît. Bon, moi, je n'avais pas voulu citer des noms, mais quand tu regardes Franck Kessié, il n'a pas donné le rendement qui est le sien. Au milieu, l'autre, Sangaré, il revenait de blessure. On savait qu'il était à court de forme. Adingra, il ne joue pratiquement plus. Oumar Diakité, il est relégué sur le banc. Donc tout ça là, on savait que ça allait avoir un impact dans les 2 matchs là. Donc vraiment on prie Dieu que d'ici septembre prochain, ils reprennent, ils aient du temps du jeu pour que les autres matchs là soient meilleurs. Sinon ces 2 matchs là, en tout cas on peut dire que c'est Dieu qui nous a sauvés. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Fenêtre FIFA de mars, Éléphant, quels sont vos tops et vos flops? Voyons les tops et les flops de Henri Joël. Alors, au niveau des tops, moi, je vais commencer avec ce qui est intéressant. Au niveau des tops, j'ai mis Yaya Fofana, Franck Kessié et Sébastien Haller. Et puis au niveau des flops, Emmanuel Agbadou, Hassan Kamara et Mess Faye. Alors je vais commencer avec... et Mess Faye aussi. Ah oui, je vais commencer avec les tops. Yaya Balo l'a dit, je dirais, c'est l'homme du match dans ce match face à l'équipe de la Gambie. On gagne, mais quand même l'homme du match, c'est notre gardien de but. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à un moment, on a subi et à un moment, il a été présent quand même pour faire barrage à cette équipe gambienne. Et puis Franck Kessié, c'est vrai que Balo a parlé de Franck Kessié, mais moi, je trouve que quand même, il a tiré son épingle du jeu parce qu'il a joué dans un milieu un tout petit peu récomposé, notamment au niveau du... face au Burundi, c'est vrai qu'il avait déjà joué en Zambie avec Aoulou, mais il n'y avait pas déjà cette connexion-là. Mais quand même, dans le jeu, il a été présent. Il a été présent non seulement des 2 côtés du terrain, c'est-à-dire défensivement, il a apporté quand il le pouvait, et puis offensivement, il s'est projeté comme il a l'habitude de le faire. Et puis, à l'heure, pour ce retour-là, pour quelqu'un qui a un peu galéré en club, dans ses clubs récents, je pense que voilà, il s'en sort très bien, passeur sur le premier match et puis buteur sur le deuxième. Il n'y a rien à dire. C'est le Haller qu'on connaissait, qu'on a retrouvé. Et puis au niveau des flops, j'ai mis Agbadou. Agbadou, c'est un joueur que j'aime très bien, lui-même il le sait. Mais sur ces 2 matchs-là, je n'ai pas trouvé à l'aise. Déjà, face au Burundi, il s'est fait remplacer parce que dans le match, dans cette défense à 3, il ne se sentait pas à l'aise. Il se sentait pas à l'aise. Est-ce que c'est l'absence de Ndika? Parce qu'on l'a dit ici, il formait une très bonne paire avec Evan Ndika, malheureusement malade avant ce match face au Burundi. Donc, il n'a pas pu participer à ces 2 matchs. Donc, Agbadou dans le jeu a été un peu décevant. Quand il est rentré en coup de jeu ici, ça n'a pas été le Agbadou qu'on a toujours connu. Maintenant, Hassan Kamara. Hassan Kamara, dans le jeu, il a été bon. Sauf que je l'ai mis au niveau des flops à cause, je dirais, de cette fraîcheur physique. Parce que rarement, peut-être, Emile peut me contredire, mais rarement, on voit des remplacements au niveau des latéraux dans un match. Pourtant, lui, sur les 2 matchs, il s'est fait remplacer. Il s'est fait remplacer, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème avec lui. Aujourd'hui, on sait que depuis quelques difficultés avec Ghislain Conan, on cherche toujours ce latéral gauche-là qui va essayer de prendre la place. Moi, je le voyais quand même, lui, puisque depuis longtemps, il est dans cette équipe. Et MS Faye l'avait dit, il faisait confiance à l'expérience
sur ces deux fenêtres. Et moi, l'expérience, c'est au niveau du poste de latéral gauche, c'est lui qui l'incarnait. Sauf que sur les 2 matchs, il n'a pas été présent sur 90 minutes. C'est pour cela que je l'ai mis au niveau des flops. Et puis, Emes Faye, pourquoi? Parce que, prenons le match aller face à l'équipe du Burundi, il fait un 3-4-3 avec 3 attaquants qui, à mon sens, ont le même profil et qui n'arrivaient pas à faire le repli défensif quand les milieux de terrain ou les pistons descendaient ou décrochaient ou tombaient, comme on le dit, pour faire le surplus en défense quand l'équipe adverse avait le ballon. Et je pense que cette animation-là, le système en lui n'était pas mauvais, mais les hommes pour l'animer, pour moi, je pense qu'il s'est un peu trompé dans ce match face au Burundi. Et puis ici, dans le match face à la Gambie, quand même, ces changements ont mis un peu l'équipe en difficulté, puisque sur la fin du match, on a souffert. Et quelqu'un l'a dit, c'est Dieu qui nous a permis de gagner. Dieu, il est avec tout le monde, mais sur ce coup-là, vraiment, on a été beaucoup chanceux de ne pas prendre de but dans ce match face à la Gambie. Très bien, les tops et les flops donc de Henri Joël. Nous avons un appelant, M. Kouadio, il nous appelle de Sakassou. Bonsoir, M. Kouadio. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kouadio. Je salue tout le monde sur la Grande Team. Merci. Bonsoir, Kouadio. On vous écoute, M. Kouadio. Quels sont vos tops et vos flops pour ces 2 matchs des éléphants? Ce que j'ai remarqué... Monsieur Kouadio? Oui. On vous écoute. Je dis que le match a bien commencé pour la Côte d'Ivoire. Lequel des matchs? Seulement qu'à juste à la mi-temps, le joueur qui nous faisait avoir confiance. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend, monsieur. Depuis le joueur qui nous faisait jouer le match a été remplacé trop tôt. Nicolas Pépé. Je parle de Pépé Nicolas. À tel point que, quand il a quitté, le flanc gauche de l'adversaire a eu tout le temps de jouer. À tel point qu'on a un coup de ballon qui partait du côté droit. C'est ça qui a fait que toute la Côte d'Ivoire a été plongée dans le match. Je demande à ce que notre entraîneur ne fasse pas de remplacement aussi tôt comme ça. De chercher à savoir comment et quand il faut faire le remplacement. D'accord. D'accord, M. Kouadio, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Je m'appelle Kouadio Chrysostome. Monsieur Kouadio Chrysostome. Merci beaucoup. Chrysostome. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, M. Kouadio qui nous appelait de Sakassou. Je sais déjà dit. Oui. Marie-Christine. Oui, c'est à moi, les tops et les flops. OK. Au cours de ces 2 matchs, Burundi, la Côte d'Ivoire joue contre le Burundi et ensuite contre la Gambie. Pour moi, les tops au cours de ces 2 matchs, c'est Yaya d'abord, Yaya Fofana, sur l'ensemble des 2 matchs. Ensuite, pour moi, Nicolas Pépé. C'est vrai que sur les 180 minutes qui ont été jouées, que ce soit du point de vue du Burundi et au niveau de la Côte d'Ivoire face à la Gambie, il n'a joué que 45 minutes. Mais je pense que c'est l'un des noms qui a été retenu au cours de ces 2 matchs. Il n'a joué que 45 minutes, mais il a pesé vraiment de tout son poids sur l'équipe de Gambie, par exemple, qui a profité à la Côte d'Ivoire et qui a permis à la Côte d'Ivoire d'inscrire ce but-là. Ensuite, il y a Sébastien Haller, qui, face à la Gambie, face d'abord au Burundi, qui fait une passe décisive, et puis face à la Gambie qui marque son but, c'est-à-dire il a rempli son contrat. Donc au niveau des tops, il y a Yaya qui a sorti un grand match face à la Gambie. Lui, c'était vraiment son agilité. Je pense que sur la Gambie, avec gagné ce match, personne n'aurait crié au scandale. Donc il y a Yaya, il y a Nicolas Pépé et il y a ensuite Sébastien Haller. Au niveau des flops, pour moi, il y a Jean-Philippe Crasso. C'est vrai qu'au match aller et au match face au Burundi, il a été moyen, mais face à la Gambie, il n'a pas joué le rôle véritablement qu'attendait de lui le coach Sébastien et le coach Faye Mess, parce qu'il devait jouer en soutien à Sébastien Haller. Mais on a constaté que même quand Sébastien Haller décrochait,
au lieu, lui, d'aller de la profondeur pour prendre la place des... C'est-à-dire, il se retrouvait sur la même ligne que Sébastien Haller. D'ailleurs, Sébastien Haller s'en est plein souvent au cours du terrain. Donc, il n'a pas très bien joué son rôle. Pour moi, c'est un flop au cours de ces 2 matchs. Ensuite, il y a le jeune Clément Akpa. C'est vrai, il faut être indulgent avec lui, mais lui-même l'a reconnu. Lui-même l'a reconnu, il a fait une déclaration pour reconnaître que vraiment, il a été très moyen au cours de cette fenêtre. Mais je mets cela sur le compte de la crispation. Hein. Ouais, il est venu, c'est sa première sélection. Je pense qu'en voulant bien faire, il a été un peu crispé au cours de ces matchs. Il est resté trop en retrait. On ne l'a pas vu vraiment faire des décisions sur des montées. Il a eu quelques hésitations, que ce soit face au Burundi, lorsque Hassan Kamara a été remplacé. Bon, Hassan Kamara, Henri Joël le disait, mais pour moi, il a joué son rôle, il a été moyen quand même. Okay. Mais je pense que le coach voulait voir aussi jouer, comment on appelle, Clément Akpa. À Abidjan, face à la Gambie, on l'a vu vraiment sur de nombreuses actions hésiter, vraiment, ce qui a permis quand même à des joueurs comme Yacouba Menté vraiment de nous créer beaucoup de problèmes. Donc, mais il faut être quand même indulgent face à Clément Akpa. Je pense que il était un peu crispé. Et puis, bon, c'est sa première. Il voulait bien faire, mais il n'a pas. Il a donné rendez-vous vraiment au public sportif sur les prochaines fenêtres, s'il a appelé. Ensuite, il y a Oumar Diakité, pour moi, qui n'a pas été vraiment à la hauteur des espoirs qu'on attendait de lui. Ce joueur pétri de talent, pour moi, son registre n'évolue pas, pour moi. C'est vraiment dommage. Il est jeune, il a le temps d'évoluer. Mais il faut qu'il aussi améliore son registre de jeu. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il est toujours dans son registre de jeu un peu, bon, on le dit rourou, mais un peu de la précipitation. Je ne vais pas dire brouillon. Je ne vais pas dire brouillon. Brouillon, c'est un peu trop... C'est un peu trop sévère pour l'enfant. Il fait du rourou. Ouais, je veux dire, il est un peu de la précipitation. Voilà, il faut qu'il se canalise. On a vu des joueurs, il faut qu'ils travaillent. On a vu des joueurs comme Didier Drogba, comme Yaya Touré. Didier Drogba, quand il quittait Marseille, quand il venait en sélection, son unique geste, c'était le jeu de tête. Mais on l'a vu progresser et il a travaillé lui-même pour aller. C'est pareil pour Yaya. Donc, il faut qu'il travaille et puis arrive à la perfection. Donc, pour moi, ça a été une déception quand même pour cette fenêtre de match sur le match face à la Gambie. D'accord, c'est donc les tops et les flops de José Diaty. Nous avons un appelant, M. Kanté Amara, il nous appelle d'Aniama. Bonsoir, M. Kanté. Oui, bonsoir, Madame Marie-Christine. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute, M. Kanté. Éléphant, quels sont vos tops et vos flops, s'il vous plaît? Merci d'abord et bonsoir à tous les consultants du plateau. Bonsoir, M. Kanté. Bonsoir. Voilà. Et moi, concernant mes flops, je vais partir d'abord du point de vue des tops. Bon, pour moi, mon top, c'est d'abord les résultats qu'on a obtenus au cours des 10 derniers matchs, qui a été un résultat positif. Ensuite, mes flops seront à l'égard de l'entraîneur, vu qu'il a fait des choix qui n'étaient pas vraiment le cas. Concernant les flops, je dis que les stratégies qui ont été mises en place par le coach nous a permis durant ces 10 derniers matchs. Concernant les premiers matchs qu'on a joués face au Burundi, le coach a aligné 3 avances qui ont les mêmes profils. Il ne nous a pas vraiment analysé. Bien vrai qu'il avait choisi un 3-4-3, un bon système, mais si les hommes doivent animer ne sont pas mis à leur poste habituel, ça ne peut pas marcher. C'est un deuxième club qui concerne le match face à la Gambie. Oui. Donc, je vois que l'équipe a vraiment bien joué la première mi-temps. Et ce qui nous a beaucoup fatigué, il peut dire que l'entraîneur n'a pas véritablement choisi Jean-Pierre pour avant même d'entendre la compétition. Parce que quand on partit à une compétition, on a déjà un programme. Et en fonction du programme, on fait les sélections des joueurs qu'on a. Et si les postes de chaque comportement du terrain ont été doublés, ça n'a pas nous fatigué. Vu qu'on avait déjà 1 million au total, et 3 millions ont déjà commencé à jouer, et Gonin qui a été transformé en défenseur central. Les milliers étant fatigués, il fallait remplacer les milliers. Monsieur Kanté, pour terminer, maintenant. Pour terminer, je vais dire à l'entraîneur
Désormais, il va falloir doubler tous les postes et à chaque fois que le besoin se fera sentir, il faut mettre les éléments qu'il faut. Et il ne faut pas faire du bricolage. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kanté Amara. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc Danyama. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Samuel Yapoga qui nous dit flop Faye et le Wourou, c'est-à-dire Madiakité, et top à l'heure Yaya Fofana. On a aussi Genèse qui nous dit top Yaya à l'heure Pépé, flop Faye, Bamin, Adengra, Akpa, Clément. Et Eumontano qui nous dit bonsoir Marie-Christine Begré et sa team. Bonsoir à vous Eumontano. Mon top, c'est l'équipe nationale. J'aime cette formation à cause du nom qu'elle porte, la Côte d'Ivoire. Mes flops, ce sont les joueurs qui la composent, qui ne font aucun effort pour faire plaisir aux nombreux supporters qui sont derrière eux. Néanmoins, comme ils ne perdent pas et qu'ils gagnent, je trouve ma satisfaction en eux. Toutes mes félicitations les accompagnent dans les aventures futures. Merci et bonne émission. Très bien. On a donc un autre internaute qui nous dit top. Yaya Fofana pour les 2 matchs. Flop, Faye du début jusqu'à la fin. Quand on sélectionne les joueurs en méforme, voilà ce que cela donne. On n'a pas vu d'expérience sur le terrain. D'accord, ok. Éléphant, quels sont vos tops et vos flops fenêtre FIFA de mars? On va écouter les tops et les flops de Emechichi. Oui, Marie-Christine, difficile de trouver des tops et des flops sur les 2 matchs, d'autant plus que sur le premier match et le deuxième match, il y a eu beaucoup de changements. Et je ne peux pas juger les athlètes là sur des morceaux de match. Okay. Cependant, j'ai choisi de m'appuyer sur le deuxième match, qui était beaucoup plus difficile, qui a été beaucoup plus difficile pour les éléphants. Donc je prends Yaya Fofana par sa qualité qu'il a démontré encore à nous les Ivoiriens. Il a fait 50% de cette rencontre. Et puis, si on peut remettre le tableau Le tableau des tops et flops de Emechichi. Donc, en premier, il y a Yaya Fofana qui a été vraiment, qui a vraiment été très, très présent. Et puis, Franck Yannick Kessié pour son abattage dans ce milieu de terrain, où ces 2 compères semblaient ne pas être dans le match, notamment le garçon Diomandé Baba, c'est ça, non? Diomandé Baba qui a joué comme un garçon qui avait peur de ses anciens, des anciens qui étaient autour de lui, Sangaré, à tel point qu'il ne voulait pas prendre de responsabilité, encore moins de risques. Ensuite, Sébastien Haller pour le job qu'il a fait. Une occasion, un but. C'est ça qu'on demande à un avant-centre. Voilà. Et à Sébastien Haller, j'aurais certainement ajouté Guessan, puisque Guessan a marqué là-bas au Maroc. Ensuite, Simon Adengra, j'ai mis... Là c'est les flops. Dans les flops, j'ai mis Simon Adengra parce que ça montre qu'on ne peut pas ruser avec le football professionnel de haut niveau. Quand vous n'êtes pas en compétition, ça se sent tout de suite, quelles que soient vos qualités. On est d'accord que ce garçon est un joueur merveilleux. Il ne joue pas en club et les entraînements ne peuvent pas remplacer une compétition. Je le répète, comme s'il en était encore besoin. Mohamed Diomandé Baba, oui, je viens de parler de lui. Il est passé pour moi à côté de son bac. Il a eu peur de prendre des risques, même pour faire des passes, c'était difficile. Ensuite, Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, il sait qu'il est très attendu dans les matchs de Côte d'Ivoire. On sait tout le bouquin qu'il y a eu pendant et après la CAN à son propos. Et là, on lui donne une chance qu'il ne saisit pas, à mon avis. Parce que dans une défense à 4, où il n'y a que deux attaquants gambiens, il a été incapable d'être présent, de se montrer pour prendre la place qui lui revient. C'est ça, un footballeur. Quand on vous donne votre chance, vous devez la saisir. Il ne l'a pas saisie. Face à Menté, Barreau et Cessé, l'autre attaquant qui revenait de la droite. Donc voilà, ce sont les garçons qui constituent pour moi
Les flops. Voilà, donc les tops et les flops de Aimé Tchétché. Messieurs, amoureux du sport, je vous propose d'écouter le sélectionneur national Aimé Faye et le capitaine Franck Caissier qui ont réagi à notre micro au terme de la partie. On les écoute. Surtout en première mi-temps, je pense qu'on a été bon. En première mi-temps, on a marqué rapidement. Je pense qu'on aurait dû tuer le match aussi, en première mi-temps, quand on était frais. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal physiquement. Je pense qu'on a bien senti quand même les 48 heures de repos en plus qu'a eu la Gambie. Et sur la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus frais que nous physiquement et ils nous ont posé des problèmes. Mais comme je l'ai dit, on a fait une bonne première mi-temps. Donc il n'y avait pas de raison de sortir Nicolas, si ce n'est qu'il a pris un coup au genou juste avant la mi-temps. Et c'est un genou sur lequel il avait déjà été blessé. Donc c'était on va dire, une rechute. Du coup, il pouvait pas redémarrer la seconde mi-temps, malheureusement. On a montré un beau visage en première mi-temps. On s'est procuré pas mal d'occasions qu'on aurait dû mettre. Et on a pris les 3 points. Ça fait 6 sur les 2 journées. On reste premier du groupe. C'était l'objectif le plus important pour nous, c'est d'aller au mondial. Après, si on peut marquer 5 buts par match, on va pas s'en priver, mais on est champion d'Afrique. Tous les matchs pour nous vont être très très difficiles. Les équipes en face, ils vont jouer un football différent de ce qu'ils peuvent proposer contre d'autres équipes. On l'a vu, la Gambie, aujourd'hui, ils ont joué différemment que ce qu'ils ont fait il y a quelques jours ici contre le Kenya. Donc ça fait partie du jeu. Donc nous, on va pas se morfondre, on va pas se plaindre. On a pris les 3 points, on est premier, on a 1 point d'avance, il reste 4 matchs. L'objectif final, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Ouais, ça va beaucoup mieux. Après aussi, on ne peut pas lâcher le train quand le pilote a besoin. Donc on essaye d'être présent et ça va beaucoup mieux au niveau santé. Ce qui a été difficile aujourd'hui, jouer 2 matchs en 3 jours et faire aussi un voyage de nuit, arriver samedi matin, récupérer, jouer 1 jour après. C'était difficile, mais le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était les 3 points. Et on a fait une super trêve, 2 matchs, 6 points. On garde la tête du groupe et on espère que les autres matchs suivront. Les propos donc du sélectionneur national Aimé Faye et du capitaine des éléphants Franck Caissier. Balo, commentaire. Oui, déjà moi je trouve que Aimé Faye était lucide. Il a eu la même lecture que nous sur le match de la Gambie. Maintenant il est optimiste, ce qui est normal. Effectivement, il a raison d'être optimiste parce qu'on a 6 points. Mais c'est clair qu'avec les inquiétudes que les observateurs du football ont eu à souligner, je sous-entends, sinon pour moi, dans son propos, il sous-entend qu'il fera mieux la prochaine fois parce qu'il a estimé que les autres équipes affrontent le champion d'Afrique, donc hissent leur niveau de jeu. Et moi, j'estime qu'en le soulignant, pour moi, il va tirer les leçons de ce qu'il y a à améliorer pour la prochaine fois, parce que ce qu'il y a à améliorer pour la prochaine fois, ce qui inquiète les observateurs du football, c'est que cette équipe de Côte d'Ivoire a plus gagné sur des coups individuels, c'est-à-dire que sur des individualités, Sébastien alors qui remet un bon ballon pour Evan Guessant qui le transforme, Simon Adingra qui nous sort une vraie touche technique pour alors qui le transforme, mais sur le contenu collectif de l'équipe, et là il en est conscient, il y a beaucoup de choses à revoir, et pour moi, vu qu'il a été lucide sur son observation, pour moi, j'ai foi que les choses vont s'améliorer. D'accord. Des propos recueillis par Jean-Baptiste Assouin. Oui, Aimé Tchétché. Non, c'est Diaty. José Diaty. Bon, je pense qu'Aimé Faye, il a... bien aimé, je sais. Voilà, c'est ça. Il est lucide, mais ce que je retiens un peu de son propos, c'est qu'il y a une autosatisfaction quand même. Il n'est pas revenu un peu comme sur les déchets comme de la sélection. Pour lui, il fallait gagner, on a gagné. C'est l'essentiel. Effectivement, c'est l'essentiel, mais il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, notamment dans l'animation même du jeu. Dans l'animation du jeu, jusque-là, on n'a encore vraiment rien vu dans l'animation du jeu. Et aujourd'hui, c'est le problème au niveau de la sélection de Côte d'Ivoire. C'est le problème. On fait au coup par coup, on joue sur les individualités, notamment des individualités qui nous sont vraiment très chères, qu'elles soient en forme ou en méforme, c'est Simon Adingra et Alain. C'est-à-dire quand ces deux-là sont là, ils se complètent bien. Mais aujourd'hui, il faut une équipe capable de remonter le ballon, de revenir, d'avancer par bloc et d'accélérer quand il faut, de temporiser quand il faut. Aujourd'hui, on n'a pas ça.
Aujourd'hui, on n'a pas ça. Comme disait quelqu'un dans le jargon ivoirien, on fait un peu du demain-demain, quoi. Voilà. Et ça, il faut revoir ça. On a encore du temps. Et ça doit être vraiment la priorité des FAE-MS pour nous sortir quand même des phases de jeu qui sortent de l'ordinaire et puis qui satisfont les supporters ivoiriens, même quand on a perdu. C'est vrai, on veut toujours gagner, même quand on a perdu, qu'on soit fier de l'équipe qui a joué. Mais bon, pour l'instant, messieurs, on peut dire la mission étant accomplie. Bon, il faut rester positif et continuer de croire à nos éléphants. Oui, je pense qu'il faut continuer de croire à nos éléphants. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner les matchs. Voilà. J'entends des gens dire... que je partage d'ailleurs avec eux, l'équipe n'a pas de fond de jeu. Fond de jeu, c'est quoi? Un fond de jeu, c'est quoi? C'est l'ADN de l'équipe. Est-ce que de tous les entraîneurs qui se sont succédés là, est-ce qu'une fois, l'équipe nationale a montré un football où ils ont eu soit la possession, où ils ont fait la pression sur l'adversaire, où ils se sont projetés rapidement devant? Jamais. C'est sur des individualités que nous avons toujours compté pour gagner les matchs. Voilà. Donc, les entraîneurs ne sont pas des magiciens. Regardez par exemple en Espagne. Je prends cet exemple-là parce que c'est lui qui est le plus connu. Avec l'équipe nationale de l'Espagne, c'est des choses qui sont apprises. Le fond de jeu, là. On dit, on joue, on ne donne pas, on balade l'adversaire. On le prive de ballon. Et puis, quand on perd le ballon, on lui met la pression. Et quand on lui met la pression, quand on prend le ballon, on se projette rapidement devant pour aller marquer. C'est ça. Mais ça, c'est en collaboration avec la direction technique de la fédération. Très bien. C'est ça. On a eu droit à quelques moments du temps où nos enfants, qui étaient à l'académie, sont sortis pour former l'équipe nationale, en particulier, avec Didier Drogba à la finition. On a vu les résultats. Et ça a pris fin en 2015. Aujourd'hui, chaque entraîneur vient mettre un accent sur l'état d'esprit. L'état d'esprit est différent d'un fond de jeu. D'accord. Très bien, c'est bien noté. La question LGT, les fans, quels sont vos tops et vos flops? Écoutons, s'il vous plaît, l'avis du public sportif ivoirien. Le gardien de but Yaya Fofana, Sébastien Haller et puis Adingra. Yaya Fofana nous a sauvés de 3 buts. Et puis Adingra et Haller nous ont permis d'avoir une victoire, un but, même c'est pas rien quand même. Bon, les flops, je dirais que les 3 derniers remplaçants, à part, comment il s'appelle, le Rourou, et puis il y a un autre là, et puis Crasso, voilà. Il faut dire que c'est vrai que les éléphants ont beaucoup souffert hier, mais l'essentiel a été fait. Donc pour moi, les tops, il y a eu Sébastien Haller et Simon Adingra. Et également en défense, Ousmane Diomandé a également prouvé de son talent indéniable que nous savons tous. En termes de flop, je vais identifier peut-être 1 ou 2 personnes. Et je pense que surtout Oumar Diakité qui n'a pas été à la hauteur. Et le coach Faye également qui a eu à faire des choix assez discutables en seconde période. Mes tops sont Haller, Adingra et Crasso. Alors parce que par ce but qu'il a apporté à l'équipe de la Côte d'Ivoire, Adingra et Crasso par les actions dangereuses qu'ils ont apportées dans le jeu. Mes flops de la Côte d'Ivoire face à la Gambie sont Akpa Clément, Oumar Diakité et Hassan Kamara. Bon, moi j'ai remarqué qu'ils avaient vraiment du mal à s'adapter au jeu. Félicitations aux éléphants. D'abord en top 3, je vais d'abord classer en 1 Yaya Fofana qui était bel et bien dans ce match, qui nous a montré véritablement qu'on pouvait compter sur lui pour le mondial comme la CAN. À côté de ça aussi, je peux citer Nicolas Pepe, grâce à ses débordements aussi qui nous faisaient avancer dans le match. Et pourquoi pas notre Sébastien Haller, dû à ses buts de toutes parts. Toujours des buts aussi bizarres, mais on prend quand même ce que ça donne la victoire. Bon, le flop, je vais d'abord commencer par Oumar. Je ne sais pas si c'est le temps de jeu qui lui manque encore, un club qui le fatigue. Il doit aussi revoir ça. À côté de ça aussi, je vais ajouter notre capitaine,
notre capitaine, pratiquement, moi je trouve déjà qu'il ne libère pas assez vite le ballon pour essayer de faire avancer le jeu, ce qui fait ralentir un peu le jeu. Bon, pourquoi pas. En défense déjà, il n'y a pas trop grand chose à dire. Je vais plutôt aller sur Sangaré. Sangaré aussi, je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'était pas avec les éléphants pendant ces différents matchs qu'il a fatigué, mais il doit essayer de se revoir aussi pour se mettre au top. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. La 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique qui s'achève donc ce soir. Déjà, voici les premiers résultats enregistrés aujourd'hui. Oui, donc l'Égypte a battu la Sierra Leone 1-0 sur le groupe A. Pour le groupe B, Sénégal-Togo, les matchs Sénégal-Togo et Mauritanie-Congo sont en cours. Donc pour le groupe C, on a l'Afrique du Sud qui a battu le Bénin 2-0, le Nigeria qui a calé face au Zimbabwe 1 but partout, le Rwanda a fait match nul 1 but partout face au Lesotho. Et dans le groupe D, le Cap-Vert a battu l'Angola 2-1 et le Cameroun a réagi positivement 3-1 face à la Libye. Et pour le groupe E, c'est en cours. Maroc-Tanzanie. Groupe F, le Burundi a écrasé le Seychelles 5-0. Pour le groupe G, le Botswana a battu la Somalie 2-0. Ouganda a Guinée 1-0. Algérie-Mozambique en cours. Et Comores-Tchad en cours pour le groupe I. Éliminatoire mondial 2026, rendez-vous donc en septembre, hein, c'est ça, oui, ça exactement. Pour la 7e et 8e fenêtre. Avec le feu, Côte d'Ivoire, Gabon, Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire, Gabon, une finale. Voilà. Allez, c'est la fin de la grande team ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.